Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve on se trouve du coup pour le tout premier épisode de la série Pasta Pass où on va essayer d'aborder les différentes matières, chimie, biologie, biophysique, biochimie, etc. Donc du coup des matières enseignées en PASS, donc en parcours d'accès santé spécifique, mais ce podcast peut être évidemment également bénéfique aux étudiants qui sont en LAS, donc en licence d'accès santé, pour préparer les métiers de la santé par la suite. Aujourd'hui, on va commencer avec une introduction en chimie. Alors, pas de panique, dans les épisodes d'après, on va parler de l'atomistique, on va parler de la théorie VSEPR, de l'hybridation, des orbitales atomiques, moléculaires, de l'acide base, de l'oxydoréduction, etc. Mais j'ai préféré commencer par un chapitre, on va dire, un peu plus large en intro, pour essayer d'aborder très rapidement et spoiler quelques petites notions de la suite du programme. Alors, si on parle un petit peu de chimie, bon, je sais que l'introduction classique ce serait de dire que tout est composé de molécules et que tout est composé d'atomes et que finalement l'atome c'est trop bien, je préfère parler de la chimie d'une autre façon. La chimie des fois c'est un peu... Bon, pas forcément, mais ça peut être perçu comme étant un peu chiant parce qu'il y a pas mal de réactions, on sait pas trop où c'est censé aller, on sait pas trop ce qui est censé se passer, et ce que j'ai vu, je suis pas non plus le mec qui a 90 balais et qui a beaucoup trop d'années d'expérience là-dessus, mais quand moi-même j'étais en PASSES, donc l'ancêtre de la passe, c'est que très souvent les gens se retrouvaient à apprendre la chimie. Et au fait, c'est tellement bête d'apprendre la chimie quand on peut juste la comprendre. Alors, il y a peut-être des petits trucs par-ci par-là qu'il faut vraiment apprendre parce que bon, voilà, mais 90%, 95% de la chimie, c'est juste de la pure logique. Et donc je préfère grandement comprendre plutôt qu'apprendre. Et si on essaie de comprendre la chimie, en vérité, on peut juste partir du principe que la chimie, c'est un jeu où il y a une règle du jeu. La Bible, la première règle, le premier commandement, la règle absolue autour de laquelle gravite tout l'univers, c'est la suivante. Tout corps tend vers la stabilité. Tout corps, atome, ion, molécule, macromolécule, on peut même parler de ça quand on va parler de biochimie, de biologie. Tout corps tend, je dis pas forcément qu'il va l'atteindre, mais tend, il va chercher à faire quoi? À atteindre la stabilité. Et ce qui m'amène à la deuxième petite règle en dessous, c'est que finalement, dans pas mal de sujets, et je vais essayer de donner quelques exemples dans cette introduction, les atomes, les ions, les molécules, bref, l'infiniment petit, se comportent quand même, à bien des égards, comme nous, les êtres humains. Chez les êtres humains, il y aura de l'avarice, de l'égoïsme, des gens qui voudront pas forcément partager les choses de façon équitable. Chez les atomes, il y a la même chose. C'est ce qu'on appelle l'électronégativité. Chez les êtres humains, il y a des fois des ruptures, des gens qui étaient en couple, qui cessent d'être en couple et qui se mettent avec quelqu'un d'autre. Au niveau chimique, on va parler de substitution nucléophile ou de substitution électrophile. Et en fonction de si jamais vous avez rompu d'abord, puis vous vous êtes mis en couple après, ou si vous avez un peu tout fait en même temps, on parlera de substitution nucléophile d'ordre 1 ou d'ordre 2. Et enfin, un dernier exemple, si jamais vous êtes dans une situation un petit peu de procrastination, s'il n'y a pas de deadline, si vous n'avez pas un stress énorme, des fois vous ne faites rien. Eh bien, au niveau chimique, on va parler d'énergie d'activation, où vous allez augmenter votre niveau d'énergie, vous allez augmenter votre instabilité, mais quelque part c'est pour votre bien de stresser comme un malade mental, parce que sinon, eh bien, il ne se serait rien passé du tout, et vous n'aurez pas réagi du tout. Donc ces trois exemples d'électronégativité, de substitution nucléophile et d'énergie d'activation, on va essayer de les détailler un peu plus. Alors on va se spoiler un peu d'autres chapitres par la suite, mais c'est pas très grave parce que c'est bien d'avoir une petite idée globale. On va commencer à parler de l'électronégativité, à savoir l'égoïsme des atomes. Qu'est-ce que c'est que l'électronégativité? L'électronégativité, c'est l'aptitude qu'a un élément à tirer vers lui, avec plus de force que l'élément d'en face, le doublet d'électrons qui permet d'assurer la liaison covalente. On va prendre un exemple pratique. On va prendre, je sais pas moi, une liaison carbone-fluor. Et on va prendre la corrélation d'un point de vue plus humain. On va prendre par exemple, vous décidez d'aller acheter un MacBook Air, voilà, ou un MacBook tout court. Bon, je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé par Apple, mais si Apple tu passes par là, fais-moi coucou. Vous avez 500 € en poche, votre frère a 500 € en poche, vous voulez acheter le MacBook qui fait 1000 €. Si vous y allez tout seul, vous ne pouvez pas l'acheter. Si votre frère y va tout seul, il ne peut pas l'acheter. Vous vous mettez à deux, et chacun, et c'est très important dans la liaison covalente, va mettre la même chose. C'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, chacun va mettre la même chose, c'est-à-dire la moitié, pour obtenir un tout. Et une fois que vous allez rentrer à la maison tout content, vous allez vous partager le Mac. Donc, en temps normal, dans l'équité absolue, dans l'égalité parfaite,
chacun va l'utiliser le même temps. Et donc sur une journée, eh bien vous, tout comme votre frère, vous allez l'utiliser pour une période de 12 heures. Maintenant, et malheureusement c'est un petit peu ce qui se passe parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup d'action, il faut créer l'inégalité. Il faut créer l'injustice parce que c'est ça qui permet d'assurer par la suite toute la réactivité. Au lieu de partager l'ordinateur de façon équitable 12 heures chacun, eh bien il y en a un qui va s'amuser à l'avoir 14 heures. Et donc celui d'en face ne l'aura que 10. Peut-être qu'il y aura un frère qui est très égoïste, il va le garder 16 heures, mais celui d'en face ne l'en aura que 8. Peut-être que ce sera carrément du 20h 4 heures, ou du 22h 2 heures, ou du 23h 1 heure. Bref, il y a une multitude de situations, mais le résultat est le même. Il y a une disproportion, une inégalité de répartition de ce qui était censé être commun, parce qu'il a été créé par l'addition de deux contributions communes. Ça, cette inégalité de répartition, c'est l'électronégativité. Alors, regardons plus en détail ce que ça peut vouloir impliquer si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, c'est déjà trop tard, j'ai enregistré l'épisode. Donc, le fluor va tirer vers lui le doublet beaucoup plus fort, et donc le doublet sera beaucoup plus proche du fluor que du carbone. En d'autres termes, le fluor va utiliser le MacBook pendant 20 heures, et le carbone seulement pendant 4. Le doublet, c'est quoi ? Le doublet, comme son nom l'indique, c'est un doublet, donc il y a deux électrons que chacun avait mis de bonne volonté en créant la liaison covalente, un du carbone et un du fluor. Quand le fluor va tirer vers lui le doublet, et que le doublet sera plus proche du fluor que du carbone, le fluor va donc ramener vers lui l'électron qu'il avait mis initialement, bon d'accord, il l'avait déjà, mais plus important, il va ramener vers lui l'électron du carbone, et donc il a un peu plus d'électrons qu'il est censé en avoir. Et le carbone de l'autre côté, bon, il se fait voler l'électron du fluor. Bon, on va dire que c'était pas le sien de base, donc pourquoi pas. Mais enfin bon, il se fait quand même également voler le sien. En d'autres termes, le premier frère n'en a rien à faire de savoir si son frère a gardé l'ordinateur pendant 12 heures. On va dire il était censé déjà les perdre, quoi, entre guillemets. C'était déjà pas les siens. C'est au-delà de 12 heures que ça commence à faire mal. Pour le doublet, c'est pareil. Le carbone, il perd un électron du doublet, bon, qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse, au fait ? Il l'avait pas. Maintenant, il perd celui qu'il avait mis lui-même, là, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est qu'un électron ? Un électron, c'est juste une charge négative élémentaire qui gravite autour d'un noyau. Donc, quand je vous dis que le fluor va tirer vers lui deux électrons, celui qui lui appartient et celui qu'il a entre guillemets volé, ça veut dire que le fluor va tirer vers lui une charge négative qui ne lui appartient pas. Et le carbone de l'autre côté, il se retrouve à se faire voler une charge négative qui, elle, lui appartient. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au point de dire que le carbone est chargé positivement et que le fluor est chargé négativement ? Non, ce serait mentir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un frère qui a volé l'ordinateur ? Non. Il y en a un qui continue toujours à l'utiliser et l'autre également, mais bon, c'est juste inégalement réparti. Est-ce qu'on peut dire que tout va bien ? Non plus. Donc, on va pas mettre un plus à côté du carbone parce que ce serait mensonger, et on va pas rien mettre non plus à côté du carbone parce que ce serait beaucoup trop négliger la situation. Et donc, on dit pas que le carbone a perdu son électron. On dit qu'il a un peu perdu. On dit pas qu'il est chargé plus. On dit qu'il possède une partie de la charge plus. Et donc, quand vous allez représenter une liaison covalente carbone-fluor, vous n'allez pas écrire un plus et un moins au-dessus du carbone et du fluor. Vous allez écrire un delta plus et un delta moins. Delta pour dire une partie de. Donc en vérité, un delta, c'est juste un pourcentage. Un chiffre compris entre 0 et 99%, enfin entre 0 et 99%, ou entre 0 et 0,99, ou 99999, bon bref, vous avez compris, pour dire que ça peut pas être égal à 0, parce que sinon tout va bien, ça peut pas être égal à 1, parce que sinon il n'y aurait pas de besoin d'écrire le delta, quoi. Ce serait vraiment une charge plus et une charge moins. Et à ce moment-là, ce serait plus une liaison, ce serait plutôt une interaction ionique, bref. Ce serait plus une liaison covalente, ce serait une, entre guillemets, liaison ionique, mais le vrai terme, c'est de parler d'interaction ionique, parce qu'une interaction ionique, c'est pas une liaison, c'est une interaction. La liaison covalente, c'est un mariage. La liaison ionique, c'est des plans cul. Vous pouvez avoir beaucoup d'affinités pour votre plan cul, vous n'êtes pas unis par les liens du mariage. Et voilà, je viens de passer en Peggy 18. Donc, le fait de marquer delta plus et delta moins, ça vous permet de voir concrètement qu'il va y avoir une partie un peu plus et une partie un peu moins. Dans une molécule qui était censée être, dans une liaison du moins, qui était censée être parfaitement équitable,
À cause de l'électronégativité du fluor, qui est plus importante que l'électronégativité du carbone, vous allez créer un pôle delta plus et un pôle delta moins. Vous allez donc créer deux pôles. Vous allez donc créer un dipôle. La polarisation, la dipolarisation de cette liaison est devenue possible parce que l'électronégativité du fluor est plus importante que l'électronégativité du carbone. On peut aller encore plus loin. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai créé un dipôle. Ça veut dire que dans cette liaison, il y a un petit pôle plus et il y a un petit pôle moins. Un petit peu comme les aimants avec lesquels on s'amusait à jouer comme des gogoles, les aimants qu'il y avait sur le frigo. Je sais pas si vous voyez c'est lesquels, vous voyez, c'est les aimants, vous les jetez en l'air puis ça fait des petits bruits. Enfin, j'achetais ça quand j'étais petit. Bon, bref. Donc, petite parenthèse nostalgique mise à part, ça signifie quoi? Ça signifie que cette petite partie de la molécule va se comporter comme un dipôle. Et donc le petit côté plus va être attiré par d'autres côtés moins portés par d'autres molécules, et le petit côté moins va être attiré par d'autres côtés plus. J'ai dit la même chose? Je sais plus. Bref, les plus vont être attirés par les moins, et les moins vont être attirés par les plus. Et donc vous permettez ce qu'on appelle tout simplement les interactions du style dipôle-dipôle, la plus connue étant la liaison hydrogène. La liaison hydrogène ou la liaison H, ce n'est rien de plus qu'une liaison dipôle-dipôle. Donc quand on vous parle de liaison H, c'est possible parce qu'il y a eu une inégalité au départ, parce qu'il y a eu l'électronégativité, parce qu'un élément est plus avide d'électrons que l'autre, et donc qu'un élément est plus égoïste que l'autre. Maintenant, on va passer sur le deuxième exemple de comment et pourquoi les atomes et les molécules se comportent très souvent comme les êtres humains. Donc on a vu l'électronégativité et l'égoïsme, on va passer sur la substitution nucléophile et le triangle amoureux, ou la rupture amoureuse. On va parler cette fois-ci d'un film Disney, allez, toujours plus, après Apple on passe à Disney, La Reine des Neiges. Au début du film La Reine des Neiges, la princesse Anna est en couple avec le prince Hans. Ils sont même à deux doigts de se marier, l'amour est un cadeau, tout ça, tout ça. Et plus le film avance, plus on découvre des musiques très sympathiques au passage, et plus la princesse Anna va tomber amoureuse d'un autre personnage, Christophe. Tant et si bien qu'elle va commencer à s'éloigner du prince Hans, et au final, à la fin du film, Anna n'est plus, alors spoil alert, mais Anna n'est plus avec Hans, elle est en couple avec Christophe. Qu'est-ce qu'elle a fait Anna? Anna, elle a juste changé de mec. Elle était avec un mec, elle s'est éloignée du premier, elle s'est mise en couple avec le deuxième, et elle finit avec le deuxième mec. Anna a substitué, elle a changé de mec, tout comme un carbone électrophile va substituer. On va parler de substitution nucléophile. Bon, la chimie c'est peut-être un petit peu moins libéré-délivré qu'un film Disney, donc on va donner des noms aux personnages. On n'est plus avec Anna, Christophe et Hans. On va parler de l'électrophile pour parler de Anna. On va parler du nucléophile pour parler de Christophe. Et on va parler du nucléofuge pour parler du prince Hans. Maintenant, on va détailler un peu plus en détail les personnages en chimie. Électrophile, nucléophile, nucléofuge. Électrophile pour commencer. Électrophile. Les mots qui finissent par fil, ça veut dire qu'ils aiment le mot d'avant. Donc les nanananana fil, ce sont des choses qui aiment les nanananana. Hydrophile aime l'eau. Lipophile aime l'huile. Cinéphile aime le cinéma, etc., etc. Donc un composé chimique qui est électrophile, ça veut dire qu'il aime l'électro. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il aime les électrons. Qu'est-ce que c'est que les électrons? Les électrons, ce n'est rien d'autre qu'une charge élémentaire négative. Donc, si je sais que je suis électrophile, c'est-à-dire que j'aime les électrons, en d'autres termes, j'aime le moins, qui c'est qui aime les charges moins? C'est les charges plus. Et de l'autre côté, si je parle de nucléophile, fil, donc j'aime les nucléos. Ouais, bon, c'est pas vraiment ça, j'aime les nucléons, j'aime le nucléus, j'aime le noyau. Qu'est-ce qu'il y a dans un noyau en chimie? À ne pas confondre avec le noyau en biologie, s'il vous plaît. Le noyau en chimie, c'est quoi? C'est protons et neutrons. Bon, les neutrons, on va dire qu'on s'en fout un peu, donc c'est protons. Et les protons, c'est quoi? C'est les charges plus. Donc, un composé qui est nucléophile, il aime les nucléons, il aime les protons, il aime les charges plus. Qui c'est qui aime les charges plus? C'est les charges moins. Et enfin, nucléofuge. Lui, il est un peu plus compliqué. Nucléo, ok, donc ça commence comme avec l'autre. Fuge, comme transfuge, comme le verbe fuguer. Tout ça, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, à chaque fois que vous avez un mot que vous comprenez pas trop, essayez de faire de l'étymologie, essayez de voir dans quel autre mot vous avez vu ce préfixe, ce radical ou ce suffixe. Donc, un nucléofuge, ce n'est pas un nucléophile, dans ce sens-là, c'est un nucléofuge. Donc, il ne va pas aimer les nucléos, il va fuguer des nucléos, il va se barrer. C'est pour ça que nucléofuge, il a un autre nom, on parle de lui en tant que groupe partant.
Nucléofuge, c'est vraiment pour briller un peu en société en disant oui, je sais, c'est un nucléofuge. On peut l'appeler également le groupe partant. Le groupe partant, c'est Hans, bah, c'est vrai qu'il s'est barré au final. Le nucléophile, c'est Christophe. Et l'électrophile, c'est Anna. Bien. Maintenant, j'ai dit que l'électrophile, il aime les charges plus, et le nucléophile, il aime les charges moins. Donc, le nucléophile, il aime le nucléo, il va venir vers lui. C'est Christophe qui vient vers Anna. Alors qu'un nucléofuge, bah, il va fuir. Et il va fuir, bah, le nucléo, il va fuir le composé qui est entre guillemets chargé plus. Donc c'est le prince Hans qui a fui Anna. Donc en vérité, dans ce triangle amoureux, il y a un couple initial qui bat de l'aile, parce que bah, le mec a envie de se barrer, la meuf est pas très heureuse avec lui, et le deuxième mec qui vient, pour entre guillemets régler la situation, c'est le nucléophile, Christophe, qui vient se mettre en couple avec l'électrophile, Anna, et qui va donc rendre le nucléofuge, le prince Hans, célibataire. Bon, maintenant qu'on a précisé ça, on précise une deuxième chose. Les moins qui aiment les plus et les plus qui aiment les moins, c'est pas forcément une charge entière. Ça peut être des delta moins et des delta plus. Donc un électrophile, effectivement, il peut être chargé positivement. Il n'y a rien de mieux pour attirer des électrons qu'une charge plus. Mais enfin, le fait que l'électrophile ne soit pas chargé plus, c'est pas la fin du monde. Un électrophile peut juste, entre guillemets, être delta plus. Et un nucléophile, bah oui, c'est vrai que s'il est chargé moins, c'est un nucléophile. Enfin, ça peut être un nucléophile, il n'y a pas de problème. Mais s'il est juste delta moins, ou s'il a juste un doublé non liant, ou s'il a un pouvoir électro-attracteur, là, il peut se comporter comme un nucléophile. Donc, le fait d'aimer les électrons, j'ai pas besoin d'être chargé pleinement positivement pour aimer les électrons. Je peux juste avoir une fraction de la charge positive et aimer le moins. De la même façon que je peux être une fraction de la charge négative et aimer le plus. Et d'ailleurs, c'est très pratique parce que c'est directement en lien avec ce qu'on vient de voir dans le premier exemple, avec l'électronégativité delta plus delta moins. Quand je tire, je fais en sorte que tu sois delta plus, et tu peux devenir un site potentiel électrophile. Alors, à ce stade, on va faire quelques petites précisions. Premièrement, ne me confondez surtout pas un composé nucléophile avec des nucléons, et ne me confondez surtout pas un électrophile avec des électrons. Christophe n'est pas attiré par lui-même. La princesse Anna n'a pas envie de finir en couple avec elle-même. Bon, vous allez me dire, je suis en train de préciser des banalités, mais ne confondez pas nucléophile avec le début du mot nucléant. Pareil pour électrophile. Il y a le mot phile. Donc autant quand on parle de hydrophile, lipophile et tout, on est plutôt dans la théorie, qui se ressemble, s'assemble. Des hydrophiles avec des hydrophiles, c'est soluble, c'est polaire, tout ça, tout ça. Alors que quand on parle de composés électrophiles, ah bah non, c'est plutôt la théorie de les opposés s'attirent, les moins attirent les moins attirent les plus et vice versa. Donc, un composé nucléophile n'est pas attirant vers lui-même. Christophe a envie de finir en couple avec Anna. Il n'a pas envie de finir en couple avec lui-même. Pareil pour Anna, elle est attirée par Christophe, elle n'est pas attirée par elle-même. Et enfin, la dernière précision de cet exemple, comment la rupture se passe. On va pas forcément rester sur la Reine des Neiges parce qu'à ce niveau-là, c'est un seul scénario, on va prendre un cas plus large. Donc, la meuf est en couple avec le mec 1, et finalement, elle finit en couple avec le mec 2. On va dire qu'il y a deux possibilités. Soit, on va dire, la meuf la joue rigolo, entre guillemets, donc elle va d'abord rompre avec son premier mec, elle se retrouve célibataire, et une fois qu'elle est célibataire, elle se met en couple avec le deuxième mec. Première étape, je rends. Deuxième étape, je crée. Il y a donc deux étapes, et entre ces deux étapes, la meuf devient célibataire. Maintenant, c'est quoi la deuxième possibilité? On va dire que la meuf sera un peu moins réglo, et à ce niveau-là, elle ne va pas rompre avec le premier mec, elle va d'abord le tromper. Et donc, pendant un court instant, c'est comme si elle avait deux copains. Elle sera liée avec le mec 1 et liée avec le mec 2, mais ce ne sera pas des vraies liaisons, parce que la première est en train de mourir alors que la deuxième est en train de se créer, et donc elle fera les deux étapes en même temps. Donc, dans le premier exemple, la meuf la joue réglo, il y a deux étapes, et à chacune des étapes, elle ne gère qu'un seul mec à la fois. Un seul mec à la fois. Substitution nucléophile d'ordre 1, ou SN1. Alors que dans le deuxième exemple, il n'y a qu'une seule étape, mais où elle gère les deux en même temps. Elle gère les deux. Substitution nucléophile d'ordre 2, SN2. Donc quand on vous parle de SN1 et SN2, ça veut tout simplement dire des substitutions nucléophiles d'ordre 1 où d'abord l'électrophile se retrouve célibataire, et les substitutions nucléophiles d'ordre 2 où l'intégralité se déroule en même temps. Et on verra dans les chapitres de chimie organique qu'est-ce que ça implique avec l'inversion de Walden, avec la chiralité, avec les mélanges racémiques, etc., etc. Mais le fait de comprendre le mécanisme réactionnel, ça permet forcément de déduire tout ce qu'il y aura par la suite.
Et cette substitution nucléophile, c'est quand même un chapitre très important de la chimie organique. Et ce n'est rien de plus qu'un simple triangle amoureux. Donc, on a vu électronégativité et égoïsme, on a vu substitution nucléophile et triangle amoureux, on va finir cet épisode avec énergie d'activation et procrastination. Alors, on rappelle encore une fois la règle absolue, le premier amendement, le premier commandement, enfin le premier amendement non, ça c'est à l'Assemblée nationale, le premier commandement, la Bible absolue, quelle est la règle? Tout corps tend vers la stabilité. Je peux même rajouter une petite précision sur cette règle. Qu'est-ce que c'est que la stabilité? La stabilité, c'est réussir à diminuer son énergie interne. Donc je peux réécrire la première règle, je peux réécrire la Bible, c'est bizarre à dire comme ça. Tout corps tend vers la stabilité, ça veut dire que tout corps tend à diminuer son énergie interne. Et donc quand un composé a une énergie interne qui est très élevée, il est très peu stable. Et vice versa. Si je vous prends vous en boîte de nuit à 2h du matin un vendredi soir avec 2 grammes d'alcool dans chaque bras, avec je sais pas combien de grains de boule en train de vous déhancher comme un ou une fou furieux, un fou furieux / une folle furieuse, vous n'êtes pas stable en fait. Vous êtes extrêmement énergétique, vous êtes en train d'aller dans tous les sens. Par contre, si je vous prends en train de quasiment dormir, vous êtes dans votre lit, vous avez pris votre douche, vous avez bien mangé, vous êtes en train d'écouter peut-être une petite vidéo d'ASMR, un petit bambou, machin, peut-être que vous êtes en train d'écouter ce vocal d'ailleurs, je sais pas, vous êtes beaucoup plus stable. Donc la stabilité et la réactivité varient en sens inverse. La stabilité et l'énergie interne varient en sens inverse. Bien. Maintenant qu'on a compris ça, on va revenir sur l'exemple de la procrastination. Admettons que je suis à 1 mois de mes partiels. Bon, c'est chaud, j'ai pas révisé, je suis stressé, mais je suis suffisamment stressé pour pas être tranquille, pour ne pas être stable, et en même temps je suis pas assez stressé pour me bouger le cul pour commencer à réviser. Donc je suis dans cet état d'entre-deux, où j'ai une énergie interne qui est suffisamment élevée pour que je ne sois pas stable, mais pas suffisamment importante pour que je puisse réagir. Et puis le temps va avancer, on sera plus à 1 mois des partiels et je n'aurai rien touché, je serai à 3 semaines des partiels, et je bouge pas. 2 semaines des partiels, je stresse encore, mais pas assez, je révise pas. 10 jours des partiels, je commence pas à réviser, mais je stresse beaucoup. 7 jours des partiels, ok. Là, je suis à 1 semaine, c'est trop tard, je commence vraiment à m'y mettre. Enfin, il faut pas que ce soit trop tard, justement, mais je suis à 1 semaine, j'ai atteint ma limite, ok, je ne peux plus attendre, j'ai atteint un niveau de stress suffisant me permettant de bosser. La molécule, c'est ça, au fait. Très souvent, la chimie, en fait, les molécules, c'est des feignasses. Et tant qu'elles ne sont pas obligées de le faire, elles ne vont pas le faire. Donc l'énergie d'activation, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir atteindre une certaine instabilité, donc une certaine énergie interne, pour pouvoir réagir. Je suis à 1 mois des partiels. Je suis pas zen, je suis pas archi stressé non plus, mais je ne fais rien. Et le fait d'augmenter mon énergie interne, le fait d'augmenter mon stress, ça me fait monter en énergie. Je passe ce gap de l'énergie d'activation, et maintenant que je suis arrivé au summum du stress, là je vais vraiment me bouger le cul pour pouvoir bien réviser, j'ai de bonnes notes, et là, je diminue mon énergie interne, tout est bien qui finit bien, j'ai validé mes partiels. Donc en vérité, j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour tout. Si vous n'avez pas vraiment la motivation de faire un truc, vous ne le faites pas et vous restez dans cet état d'entre-deux où vous n'êtes pas forcément heureux, mais vous n'êtes pas forcément stressé. Mais quand vous arrivez à ce stade où vous êtes vraiment au pied du mur, vous êtes obligé de faire le truc, sur le coup vous détestez ça parce qu'il faut sortir de la zone de confort, mais sur le long terme, c'était le pari gagnant. C'est très exactement, ce qui se passe en chimie avec l'énergie d'activation. Allez, un deuxième exemple, pourquoi pas, allez, un Einstein à vous faire. Donc, admettons que vous habitez pas très loin de la plage. Vous êtes à 200 mètres d'altitude, la plage est forcément au niveau 0. Plus vous descendez dans l'altitude, plus vous gagnez en stabilité, parce qu'on sous-entend que l'altitude, c'est l'énergie. Plus vous montez, plus vous avez de l'énergie potentielle de pesanteur, et plus vous diminuez, plus cette énergie potentielle de pesanteur diminue également. Donc, vous habitez au pied de la plage, vous avez une petite descente, et normalement, vous avez juste à descendre la pente, pour pas faire la répétition, vous avez qu'à descendre la pente, et vous vous retrouvez à la plage. Le problème, c'est que avant de pouvoir commencer votre descente, dès que vous sortez, il y a un mur. Et ce mur peut être plus ou moins grand. Le mur peut faire 50 cm, il peut faire 1 mètre, il peut faire 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 1 km, 10 km de haut. Et plus ce mur est élevé, plus l'énergie d'activation à atteindre est importante. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour vous faire comprendre une autre notion qui s'appelle en chimie la catalyse et qui s'appelle en biochimie l'enzymologie. Qu'est-ce que c'est qu'une catalyse en chimie et qu'est-ce que c'est qu'une enzyme en biochimie? Ce sont des composés, donc soit chimiques, soit biologiques, qui permettent d'abaisser
le niveau de l'énergie d'activation. Il faut que j'atteigne ce niveau d'énergie interne pour pouvoir commencer à réagir. Oui, mais si tu me demandes d'aller à la plage et qu'il faut que j'escalade un mur de 10 km, ben j'irai jamais à la plage au fait. Et donc l'enzyme ou la catalyse, elle est là pour diminuer la hauteur du mur. Et c'est quelque chose qu'on reverra en biochimie dans le chapitre sur l'enzymologie, mais une enzyme, ce n'est pas elle qui crée la réaction. La réaction est censée déjà exister. Elle fait juste en sorte de l'accélérer et de la rendre cinétiquement possible. Dites-vous qu'il y a des réactions qui peuvent se dérouler, d'accord. Mais d'un point de vue cinétique, il faudrait que ça se passe en 10 puissance 15 années pour pouvoir réagir une fois. C'est-à-dire que c'est encore plus vieux que l'univers. Enfin bon bref, c'est du délire. Alors qu'avec une enzyme, ça se déroule en moins d'une seconde. Donc effectivement, on peut aller à la plage même si le mur il fait 10 km. Mais bon, c'est pas demain la veille qu'on va y arriver. Par contre, si jamais l'enzyme arrive à diminuer le niveau du mur, arrive à diminuer ce gap, cette marche à franchir, la hauteur du mur de 10 km à juste 1 mètre, ou à simplement 50 cm, ou à 20 cm, eh bien je rends la réaction cinétiquement possible. C'est ça la notion d'énergie, d'activation, qu'on reverra en cinétique plus tard dans le chapitre en chimie. On arrive donc maintenant à la fin de ce premier épisode de Passe à Passe en chimie sur l'introduction à la chimie. Gardez en tête que les trois exemples qu'on a vus, donc électronégativité, égoïsme, substitution nucléophile et triangle amoureux, et enfin énergie d'activation et procrastination, ce ne sont pas les simples, enfin il n'y a pas que ces exemples-là, c'est pas exhaustif, on peut en trouver d'autres. Je veux dire, on pourrait même reprendre la première règle, hein, tout corps tend vers la stabilité, même cette règle s'applique à nous. Nous aussi on tend vers le bonheur, on tend vers l'équilibre, on tend vers la paix, on tend vers le repos, et donc même pour atteindre ce repos, on a besoin de réagir pour pouvoir arriver à cette situation-là. Bon, dans le prochain cours, on parlera d'atomistique, on parlera par la suite des liaisons chimiques, on va parler également des associations intermoléculaires avec les différents types de liaisons, d'effets hydrophobes, etc. qui peuvent se dérouler. On va parler de la thermodynamique, on va essayer de comprendre un peu les enthalpies, les entropies, l'enthalpie libre, l'enthalpie de Gibbs, tout ça, tout ça. On va voir un peu la stéréoisomérie avec les configurations absolues R et S, énantiomère, diastéréoisomère et toutes ces petites choses. On va par la suite parler de la cinétique en chimie, avant de rentrer sur l'introduction à la chimie organique, puis la vraie chimie organique, et on va donc essayer de compulser comme ça tout le programme de chimie pour la première année. J'espère que vous allez bien, je ne sais pas à quel moment cet audio va être écouté, quel que soit le moment de la journée, bonne soirée, bonne nuit, quoi qu'il arrive, bon courage et très belle vie à vous. Prenez soin de vous et on se voit pour le prochain épisode en Atomistique. Salut, bisous.